pour cette invitation et pour l'opportunité de présenter et de discuter avec vous les questionnements qui sont à l'origine de la chaire UNESCO Patrimoine culturel immatériel et développement durable, chaire qui est accueillie par l'Université Paris-Cergy grâce notamment à l'initiative d'excellence de l'Institut d'études avancées de Cergy-Paris. Nous avons décidé que j'aurais parlé en français pour équilibrer l'usage des langues de cette journée, mais comme vous l'aurez compris, ma langue maternelle est l'italien. Voilà, donc voilà, dans le cadre de cette chaire UNESCO, nous cherchons à comprendre, d'une part, quel est le potentiel du patrimoine culturel immatériel pour penser ou pour repenser les développements durables, et d'autre part, ce que les discours de développement durable fait au patrimoine. Comment les priorités du développement durable transforment donc la perspective normative sur le patrimoine immatériel et sur sa sauvegarde, et avec quelles conséquences sur son rôle social et politique sur le terrain. Dans cette intervention, je vais essayer de répondre à ces questions à partir des questionnements empiriques, à partir de mes observations ethnographiques et d'une part, donc des observations de la gouvernance du patrimoine culturel immatériel au niveau de l'UNESCO, donc dans le cadre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, et de l'autre, des modes de s'approprier de cet instrument normatif sur le terrain. Et je vais montrer comment penser les patrimoines culturels immatériels en termes de développement durable implique un changement de temporalité où le futur devient le temps fort du patrimoine et comment cela ouvre des pistes pour une transition verte par le patrimoine. Pardon, je dois avancer sur 2 ordinateurs. Voilà. Donc, avec l'adoption de l'agenda 2030 par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2015, le développement durable est devenu le pivot qui dirige l'action de l'UNESCO dans ces différents secteurs, y compris dans celui du patrimoine culturel immatériel. Cela a entraîné une mise à jour des directives qui guident la mise en œuvre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Donc, depuis 2016, un nouveau chapitre de ces directives est consacré au développement durable et est censé inciter les États parties à la Convention à promouvoir le développement durable par les patrimoines immatériels. La structure de ces chapitres reflète celle de l'agenda 2030, organisée autour de 3 dimensions, donc sociale, économique et environnementale, avec l'ajout d'une 4e dimension concernant la paix. Alors ici, ce que je voudrais me concentrer, au-delà du contenu même de ces chapitres, sur certaines des discussions qui ont accompagné la préparation de ces textes, car ces discussions permettent de saisir, me semble-t-il, la portée substantielle du basculement vers le développement durable. Cette photo a été prise lors du débat sur ces nouveaux chapitres en 2015, durant la session du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Alors, ce comité est composé de 24 pays et en 2015, l'un d'entre eux était la Belgique. Donc, depuis les négociations en vue de la création de la Convention, le délégué belge a joué un rôle de ce qu'en sciences politiques, on appelle un entrepreneur de normes, c'est-à-dire un acteur avec un rôle catalyseur qui milite pour introduire des idées, les faire accepter par une masse critique, jusqu'à quand ces idées sont internalisées comme de nouvelles normes. Donc, ces interventions sont souvent révélatrices. Il a proposé ici de supprimer les qualificatifs traditionnels devant les termes que dans ces projets de chapitres font référence à des domaines du patrimoine culturel immatériel, donc à savoir agriculture, pratiques sanitaires, méthodes pédagogiques, etc. Il a expliqué cette demande en disant, je cite, « Notre concept central n'est pas la tradition,
mais les patrimoines culturels immatériels. Fin de la citation. À savoir, ce qu'il voulait dire, c'est que les pratiques reconnues par les communautés les patrimoines immatériels, ce sont ces pratiques reconnues par des communautés qui ne sont pas forcément qualifiées de tradition. Or, ces amendements, qui sont intéressants quand ils sont une assertion sur la temporalité du patrimoine immatériel, et donc ils montrent comment, là où le développement durable est en train de devenir un concept central, le discours officiel de l'UNESCO est de plus en plus explicite sur l'idée que le patrimoine culturel immatériel n'est pas orienté vers la tradition ou vers le passé. Donc, pour reprendre une formule très efficace de l'anthropologue Daniel Fabre, le patrimoine est une machine à manipuler le temps. Il sert à articuler le présent avec le passé et avec l'avenir, et dans ce processus, il reflète les types de relations que nous entretenons avec la transmission culturelle et les fonctions sociales et politiques que nous lui attribuons. Le patrimoine est bien sûr toujours produit dans le présent, mais dans un schéma classique, il fonctionne comme une revendication à travers laquelle un groupe construit sa propre généalogie, établissant un lien entre les générations. De cette façon, le patrimoine assure une continuité entre le présent et le passé. Bien sûr, les générations futures font partie de ces discours en tant que destinataires ultimes des efforts de conservation. Mais dans ce schéma classique, ce que nous sommes censés transmettre à ces générations futures est la survivance d'un passé préservé dans son authenticité. Donc, une trace du passé où tout changement est arrêté. Donc, dans cette perspective, le patrimoine a été interprété, par exemple, par l'archéologue Lynn Meskel comme un outil pour fabriquer le passé. En revanche, la logique de l'amendement belge que nous venons de mentionner réitère l'idée que le patrimoine immatériel est censé avoir le potentiel de jouer un rôle dans la société, non pas comme trace du passé, mais en intégrant le changement et en se projetant vers l'avenir. Donc, dans cette perspective, le patrimoine immatériel est donc plutôt conçu comme un outil pour fabriquer les futurs. Et cette idée fait partie du discours officiel de l'UNESCO. Donc, par exemple, déjà en 2002, Koichiro Matsuura, qui était à l'époque le directeur général de l'UNESCO, déclarait, donc, je cite, que le patrimoine culturel immatériel n'est pas seulement la mémoire des cultures passées, mais aussi un laboratoire pour inventer l'avenir. Donc, ce n'est cependant pas ces types d'éléments discursifs qui nous permettent de comprendre comment, dans la pratique, le patrimoine immatériel fonctionne comme un laboratoire pour inventer l'avenir. Ces changements de temporalité est façonné de manière très pratique par les outils matériels et administratifs qui produisent le patrimoine culturel immatériel, telles les listes internationales du patrimoine immatériel établies par la Convention de l'UNESCO et les formulaires de candidature pour l'inscription sur ces listes. Donc, c'est lors de l'élaboration des candidatures pour les listes internationales du patrimoine immatériel que l'on peut observer les effets performatifs de ces formulaires et leur impact sur les représentations du patrimoine. Donc, la candidature dont je vais parler aujourd'hui est celle de la fête de la ville de Pise, appelée Luminara, qui se déroule tous les ans le 16 juin pour commémorer San Ranieri, qui est le patron de la ville. Donc, chaque année, des structures éphémères en bois sont fixées au bâtiment du centre historique de Pise, le long du fleuve Arno qui traverse la ville. Et donc, oups. Donc, il y a ces structures en bois il y a des structures en bois qui sont fixées aux fenêtres et des milliers de bougies sont allumées au coucher du soleil et sont positionnées sur ces structures dans des coupelles en plastique placées dans des supports métalliques. Donc, tout le monde se rassemble le long des berges de la rivière pour admirer l'effet des lumières. Et cela crée ce que les habitants considèrent une atmosphère magique
qui les rend très fiers de leur appartenance à la ville de Pise, à tel point que de nombreuses personnes qui sont maintenant émigrées dans d'autres parties d'Italie ou à l'étranger retournent dans leur ville natale pour cette occasion. Alors, le processus qui a été nécessaire pour faire d'une pratique culturelle un élément potentiel du patrimoine culturel immatériel est un exemple intéressant pour mieux comprendre comment des processus administratifs et techniques ont des effets structurants sur les représentations de la temporalité du patrimoine et sur son potentiel en vue d'une transition, notamment une transition verte. Ici, j'étais un agent de ces processus et j'avais la tâche normative de guider mes interlocuteurs dans la préparation du formulaire de candidature, qui est donc les documents sur lesquels l'évaluation est faite au niveau de l'UNESCO et où toute pratique visant l'inscription sur les listes de l'UNESCO doit être décomposée et recomposée en fonction de champs précis qu'il faut renseigner tout en maîtrisant un vocabulaire particulier. Donc, et ce processus de formatage, comme c'est souvent le cas, a été très frustrant pour mes interlocuteurs car il ne leur permettait pas de présenter leur culture comme ils auraient fait sans cet encadrement administratif. Et comme l'un d'entre eux m'a dit un peu exaspéré, vous nous rendez fous avec cette compartimentation. En fait, le terme qui avait été utilisé, c'était incasellamento, pour faire référence au fait qu'il fallait remplir ces différents champs du formulaire. Et donc, c'est toutefois précisément cette bureaucratisation de la présentation de la fête qui a produit des nouvelles représentations de la temporalité qui allait encadrer ces processus de patrimonialisation en cours. Oui. Donc, il était en effet clair dès le début qu'il y avait plusieurs divergences entre la manière dont mes interlocuteurs appréhendaient la valeur patrimoniale de la Luminara et la perspective de l'UNESCO. Pour mes interlocuteurs, considérer la fête comme un patrimoine impliquait de démontrer à quel point elle était une survivance du passé. Donc, le premier endroit où j'ai été conduite dès mon arrivée à Pise étaient les archives, et c'est là, basé sur la supposition que la preuve de l'ancienneté de la fête était nécessaire pour sa reconnaissance en tant que patrimoine. On m'a donné une pile de livres sur l'histoire de la fête, j'étais amenée à discuter avec des personnes âgées et des historiens locaux qui m'ont rassuré sur le fait que la fête, telle qu'elle existait aujourd'hui, avait très peu changé dans le temps. En d'autres termes, c'était question de pensée, de mémoire et d'authenticité. Mais j'ai dû leur dire que s'ils voulaient soumettre cette candidature et donc forcément utiliser les formulaires de l'UNESCO, nous n'avions que quelques lignes pour décrire les aspects historiques de la Luminara et que l'authenticité était un concept tabou pour les organes en charge de l'évaluation des candidatures. Ce qui était important en revanche, c'était précisément d'expliquer comment la pratique avait changé au fil des ans pour garder sa fonction sociale. Pour préparer la candidature, nous avons en effet dû travailler surtout sur des mesures de sauvegarde. Il s'agissait de réfléchir à la viabilité de la fête et donc aussi et surtout à la manière dont elle pouvait s'inscrire dans une perspective de durabilité. Cette perspective a introduit les besoins donc de déplacer l'attention sur l'avenir de la fête et non plus sur son passé. Nous avons donc fini pour travailler sur comment recycler le plastique et l'aluminium des gobelets supportant les bougies, et comment développer un tourisme culturel sur un élargissement de l'espace traditionnel de la fête et la création de nouvelles structures en bois conçues par des artistes dans le cadre d'un appel à projet international. Donc, le projet a stagné au niveau national et n'a jamais atteint l'UNESCO, mais ce qui est intéressant ici, c'est le processus même qui a été nécessaire pour transformer une pratique culturelle dans un élément potentiel du patrimoine immatériel. Et ce processus a fait émerger une nouvelle perspective sur la fête, tournée donc vers l'avenir et sur des besoins environnementaux, économiques et de promotion de la créativité. Donc, la nécessité de faire rentrer la fête et son projet de valorisation dans le cadre du formulaire a imposé un changement dans les représentations locales du patrimoine et de sa transmission. Le modèle de la conservation des choses passées a été remplacé par celui de la sauvegarde, où le patrimoine n'est plus considéré comme quelque chose à préserver, mais comme un projet d'avenir qui inclut la créativité et l'innovation et qui prend en compte les ambitions écologiques des acteurs locaux. Donc, tout cela pour dire que si la préservation du patrimoine a été classiquement comprise comme un moyen de s'assurer que les générations futures puissent se représenter comme issues d'un passé particulier,
la sauvegarde du patrimoine immatériel devient un moyen de s'assurer qu'il dispose d'outils et de ressources pour évoluer dans un avenir qui apparaît de plus en plus incertain et menaçant, et dans ce cas, donc, un avenir avec moins de plastique et avec des ressources provenant du soi-disant tourisme culturel. Donc, pour conclure, dans cette perspective, la temporalité du patrimoine change. Le patrimoine immatériel n'incarne plus une responsabilité envers le passé, donc un devoir de mémoire, mais une responsabilité envers l'avenir. En d'autres termes, le patrimoine immatériel n'est plus conçu par l'UNESCO comme un outil pour récupérer avec nostalgie le passé, afin de légitimer des projets dans le présent, mais plutôt comme un outil pour imaginer des futurs possibles qui intègrent les changements et l'innovation. Donc, dans les contextes historiques dans lesquels nous vivons en Occident, cette concentration sur l'avenir n'a rien à voir avec des attentes ou des idées futuristes de progrès. Au contraire, l'avenir est de plus en plus une source d'anxiété. Ici, les connaissances transmises par les générations passées sont considérées comme un moyen de faire face à la crise et à l'incertitude. Or, le patrimoine a toujours fonctionné comme une réaction contre l'angoisse et la perte. Donc, perte de traces de l'histoire, perte de documents, perte de chefs-d'œuvre. Mais ici, cette perte n'est pas seulement derrière nous, la perte donc des choses du passé, elle est aussi devant nous, à savoir la perte de nos modes de vie. Il s'agit d'une perte qui est donc encore à venir. Non seulement la perte est projetée en avant, mais il y a aussi un renversement radical de perspective, car finalement, ce qui aujourd'hui est perçu comme fondamentalement menacé, ce ne sont pas simplement des pratiques culturelles, mais la possibilité même d'une vie humaine sur Terre, au moins d'une vie telle que nous la connaissons. Donc, autrement dit, ce qui est menacé ici, ce n'est pas tellement le patrimoine, mais c'est nous qui vivons dans une planète endommagée où nous sommes de plus en plus confrontés à des déséquilibres, des crises sociales, économiques et environnementales. Donc, penser les patrimoines immatériels en termes de développement durable reflète donc un changement fondamental de perspective où l'objet ultime de la protection change. Il n'est plus tellement question pour l'humanité de protéger les patrimoines, mais il est question que le patrimoine nous protège. Merci beaucoup.